Bonjour à tous, je suis vraiment navré de ne pas avoir pu être présent aujourd'hui pour participer à cette belle journée de congrès, le dieu du vent Éole ayant été contre ma venue à Marseille, et je vais vous parler de l'impact des biothérapies sur la chirurgie. Vous pouvez voir ici mes liens d'intérêt. Comme vous le savez, par chance, le nombre de traitements disponibles dans les MICI s'est largement étoffé ces dernières années. Et à l'horizon 2025, vous voyez qu'on aura 6 classes de traitements dans les MICI, qu'on appelle de thérapie avancée, avec d'une part 4 classes de biothérapie, les anti-TNF que vous connaissez parfaitement, les anti-intégrines, les anti-IL12, anti-IL23 et bientôt les anti-IL23, et puis ce qu'on appelle les petites molécules avec les inhibiteurs de JAK et les modulateurs des S1P. Et donc le fait d'avoir étoffé notre arsenal thérapeutique nous conduit à nous poser la question de l'impact, de leur impact sur la chirurgie. La chirurgie qui reste malgré tout un événement encore très fréquent dans la maladie de Crohn. On sait qu'on a un taux de chirurgie qui est à peu près, on a un peu plus d'un patient sur deux qui est opéré dans sa vie au cours d'une maladie de Crohn. Pour la rectocolite hémorragique, on sait qu'on va avoir jusqu'à près de 20% des patients qui seront colectomisés au cours de leur vie. Donc vraiment un événement qui reste, malgré l'augmentation du nombre de traitements disponibles, un événement qui reste toujours très fréquent. Alors commençons par la maladie de Crohn. Donc vous savez que la chirurgie de la maladie de Crohn en France consiste à une résection intestinale ou iléocolique. Et pour vous donner un aperçu, une photographie, alors il y a plusieurs études de ce type, mais récemment Mathurin Fumery pour le GTED a rapporté l'expérience de près de 10 ans de chirurgie chez plus de 1200 patients dans 23 centres différents. Et ce qu'on voit de manière intéressante, c'est que déjà on a 26% des patients qui ont au moins une complication, dont 10% des patients qui ont une complication sévère, avec un taux de réhospitalisation de 5%, de réopération de plus de 5%, quelques stomies, et puis heureusement de rares décès. Majoritairement, ce sont bien sûr des résections iléocécales, près de 3/4 des patients opérés pour maladie de Crohn. Seulement 20% des patients sont opérés dans l'urgence, et c'est plutôt une bonne chose. Encore seulement la moitié des patients sont opérés par célioscopie, puisque 40% d'entre eux ont une laparotomie et 10% des patients doivent être convertis en laparotomie. On note également qu'un tiers des patients environ ont eu une stomie initiale. Alors la question qui m'a été posée, c'est est-ce que les biothérapies augmentent le risque de complications périopératoires? Alors quand on parle de complications périopératoires, on pense bien sûr aux risques infectieux auxquels pourraient exposer les biothérapies, la question d'un éventuel retard de cicatrisation, puis d'autres complications comme les maladies thromboemboliques veineuses, mais qui ne sont pas le sujet de ma présentation aujourd'hui. Et donc finalement, lorsqu'on se pose cette question-là, on se pose une question très fréquente en médecine qui est celle de la balance bénéfice-risque entre d'une part le risque de complications potentielles à la poursuite de ces traitements en périopératoire, mais d'autre part le risque d'une rechute de la MICI. Et donc les facteurs à prendre en compte sont effectivement l'urgence d'une éventuelle chirurgie, où est-ce qu'elle peut être programmée, le type de chirurgie bien sûr, parce que alors on va parler beaucoup de chirurgie abdominale, mais il peut y avoir aussi des chirurgies autres, et donc là il faut connaître le risque septique ou le risque de complication d'une telle chirurgie, bien sûr le terrain et les comorbidités associées aux patients, quelle est l'activité de la maladie, on va le voir, c'est un facteur confondant important des études concernant le risque de complications périopératoires des traitements, le bénéfice supposé du traitement en cours, et puis il y a une question aussi de pharmacologie, de pharmacocinétique et de connaître la demi-vie des différents médicaments. Alors pour pouvoir bien analyser les données de la littérature
sur le risque des médicaments et notamment des biothérapies sur les complications périopératoires, il faut d'abord bien connaître quels sont les facteurs établis de complications périopératoires. Je vous ai mis ici les données d'une étude qui date un peu, qui date de l'an 2000, mais qui finalement reste complètement d'actualité. Et dans cette étude, on retrouvait 4 facteurs associés en analyse multivariée à des complications périopératoires. La première, c'est l'albuminémie inférieure à 30, mais qui finalement reflète l'état nutritionnel de nos patients. Et la dénutrition est un facteur bien établi de risque de complications périopératoires. La corticothérapie préopératoire est aussi un élément qui majore de manière importante le risque de complications périopératoires. Et puis, un sepsis intra-abdominal au moment de la chirurgie, c'est-à-dire l'abcès ou la fistule. Et vous voyez que dans cette étude, plus il y avait de critères et plus le risque de complications septiques était importante. Et d'ailleurs, le dernier consensus ECHO de 2023, qui n'est pas encore sorti, je spoil un peu ECHO aujourd'hui, va confirmer le rôle central de la prise en charge nutritionnelle périopératoire, qui est vraiment majeur. Un rappel également important, même si on n'est pas dans les biothérapies, c'est vraiment les corticoïdes augmentent le risque de complications post-opératoires de manière très très importante, que ce soit des complications globales, donc ça comprend bien sûr à la fois le risque infectieux, le risque de cicatrisation, également le risque de maladie thromboembolique veineuse, mais également les complications infectieuses. Et que le risque lié aux corticoïdes est lié également à leur dose, et c'est pour ça qu'inférieur à 20 mg, par jour, on réduit le risque de complications, même si elles restent présentes dès la présence de corticoïdes, même à faible dose. Mais en tout cas, c'est un enjeu majeur, et c'est ce que ECHO rappelle dans son consensus à sortir sur la gestion périopératoire, c'est qu'il faut essayer au maximum de réduire, voire de se passer des corticoïdes en périopératoire. C'est un facteur de risque majeur de complications. Alors, je vous présente ici une méta-analyse qui résume le risque de complications périopératoires liées aux anti-TNF, qui sont les traitements qui ont été le plus étudiés dans ce contexte. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'il y a quand même des données un petit peu discordantes, puisque vous voyez en rouge ici toutes les études qui retrouvent un surrisque infectieux, de complications infectieuses pour les anti-TNF dans cette méta-analyse, alors que ici en vert, vous avez d'autres études qui retrouvent des résultats autres, c'est-à-dire qui ne retrouvent pas un surrisque de complications périopératoires pendant les anti-TNF. Donc vous voyez que les données de la littérature sont assez discordantes et laissent quand même matière à discussion. Si on se penche d'un peu plus près sur cette question, on regarde ici l'étude Puccini, donc c'était une étude prospective de cohorte de patients opérés pour maladie de Crohn avec plus de 380 patients qui avaient des anti-TNF au moment de la chirurgie et un peu plus de 560 qui n'avaient pas de anti-TNF. Et ce qu'on peut voir dans cette étude, c'est qu'il n'y avait pas de surrisque associé aux anti-TNF, que ça soit 20 versus 18%, et pas de risque non plus en lien avec que ce soit au niveau intra-abdominal, au niveau de la paroi ou au niveau vraiment très superficiel. Donc quand même une étude bien faite qui ne retrouvait pas le surrisque lié aux anti-TNF. Alors si on s'intéresse à des données françaises, on a les données de la cohorte REMIND, donc plus de 200 patients opérés pour une résection iléosécale. Et dans cette étude, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont disposé des taux sanguins d'anti-TNF au moment de la chirurgie. Donc ce qui restait d'anti-TNF dans le sang des patients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne retrouve pas du tout de surrisque en lien avec le taux d'anti-TNF au moment de la chirurgie. C'est-à-dire que ce qui reste d'anti-TNF dans le sang n'était pas associé à plus de complications. Donc quand même un élément assez fort pour dire que les anti-TNF en périopératoire n'augmentent pas le risque de complications périopératoires. A l'inverse, dans la cohorte RICO du GT de chirurgie, on retrouvait un surrisque de complications périopératoires liées aux anti-TNF. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on ne retrouvait pas ce résultat dans le sous-groupe des patients avec des complications, lorsqu'on s'intéressait uniquement aux complications septiques. Et c'est vrai que dans le modèle aussi, probablement, un impact important de la sévérité de la maladie qui n'avait pas forcément été pris en compte. Donc quand même, des données assez rassurantes sur l'utilisation des anti-TNF en périopératoire. Et le prochain consensus ECHO à paraître
conforte cela en disant qu'il n'y a pas de preuve d'un surrisque de complications périopératoires avec les anti-TNF. Donc c'est le message que vous devez retenir aujourd'hui, c'est qu'on considère qu'il n'y a pas de surrisque de complications périopératoires avec les anti-TNF pour une résection intestinale et qu'il n'y a pas donc lieu d'essayer de l'arrêter avant une chirurgie abdominale. Alors qu'en est-il des autres biothérapies qu'on connaît maintenant, le vedolizumab et l'ustekinumab? Donc il y a quand même beaucoup moins de données qu'avec les anti-TNF, mais dans une méta-analyse publiée récemment sur le vedolizumab, on voit qu'il y avait près de 2000 patients inclus, qu'il n'y avait pas de surrisque lié à l'utilisation du vedolizumab quant aux complications, que ce soit les complications septiques ou non. Donc vraiment un signal assez positif. De la même façon, pour l'ustekinumab, on n'avait pas, alors uniquement des comparaisons par rapport aux anti-TNF, mais on ne retrouvait pas de surrisque significatif avec l'ustekinumab par rapport aux anti-TNF. Une étude qui pourrait permettre justement de trancher un petit peu la question, c'est une étude du GTED portée par Mathurin Fumery. Donc je vous l'ai dit, près de 23 centres, 10 ans d'expérience, plus de 1200 patients opérés. Une méthodologie assez propre avec l'utilisation de scores de propension ajustés sur des critères pertinents. Et ce qu'on voit, c'est que l'utilisation des différentes biothérapies par rapport à justement l'absence de biothérapie n'augmentait pas le risque de complications globales ni le risque de complications infectieuses. Donc ça veut dire qu'on est assez rassuré et c'est ce que nous confirme le consensus ECHO à paraître prochainement qui considère que ni les anti-TNF, ni le vedolizumab, ni l'ustekinumab n'augmentent le risque de complications périopératoires dans la maladie de Crohn. Alors, qu'en est-il de la chirurgie dans la rectocolite hémorragique qui, vous savez, est une colectomie? Alors, la question se pose moins parce qu'on fait souvent plusieurs étapes dans la chirurgie de colectomie au cours de la rectocolite hémorragique et donc on se préserve un peu et le risque de complications infectieuses est beaucoup moins important. Pour autant, dans cette revue systématique, on retrouve une confirmation que les biothérapies ne sont pas associées à des complications périopératoires également pour la chirurgie de rectocolite hémorragique, que ce soit avec les anti-TNF ou les autres biothérapies que sont le vedolizumab ou l'ustekinumab. Donc on est également rassuré dans la chirurgie de rectocolite hémorragique. Alors une question importante que nous posent parfois les patients ou que se posent parfois certains chirurgiens qui ne sont pas chirurgiens digestifs, c'est concernant la cicatrisation. Donc vous savez que globalement, la cicatrisation, elle se fait en 4 étapes. D'abord une hémostase, puis une réaction inflammatoire, puis une prolifération cellulaire, et enfin un remodelage cellulaire pour avoir un collagène de meilleure qualité et redonner élasticité et résistance. Ce qui est intéressant, c'est que les facteurs de survenue de retard de cicatrisation sont maintenant bien connus. On retrouve la dénutrition, une infection éventuelle, un défaut d'oxygène et la circulation veineuse, d'autres facteurs impactants, mais également potentiellement l'immunodépression. Ce qu'on sait, c'est que la corticothérapie, elle, peut augmenter le risque infectieux, mais aussi diminue la multiplication cellulaire et donc va ralentir le processus de cicatrisation. Donc vraiment, les corticoïdes impactent la cicatrisation, ce qui n'est pas le cas avec les immunosuppresseurs ou avec les biothérapies, où simplement on a un surrisque, on se pose la question d'un surrisque potentiellement infectieux, mais qui n'est pas démontré avec les biothérapies. Donc on considère à l'heure actuelle qu'il n'y a pas d'impact sur la cicatrisation avec ces biothérapies. Alors là, je vous ai parlé bien sûr de la chirurgie abdominale pour Mickey, mais vous savez que nos patients ont parfois besoin d'autres chirurgies, des chirurgies orthopédiques, voire des soins dentaires. Et donc, se pose la question du rapport bénéfice-risque chez un patient. Est-ce que je dois ou non arrêter le traitement et quand? Ce qui est sûr, c'est que si votre patient va parfaitement bien et qu'il a une chirurgie à risque, on va avoir tendance à arrêter les traitements un peu plus tôt pour vraiment s'affranchir du risque lié à la chirurgie. Mais bien sûr, ce n'est pas la même chose d'avoir une chirurgie de paroi abdominale ou d'avoir une prothèse de hanche. Pour autant, c'est un élément qui est important et on va être toujours dans la balance bénéfice-risque. En revanche, c'est sûr que si on a un patient qu'on a déjà du mal à contrôler d'un point de vue de sa Niki et que la chirurgie est faiblement à risque, on va avoir tendance à le garder le plus longtemps possible. Alors pour répondre à cette question, il faut connaître un peu la demi-vie des médicaments et on va aller directement aux biothérapies. Donc les anti-TNF, c'est 10 à 20 jours de demi-vie. Le vedolizumab, on est plutôt autour de 22 jours. L'ustekinumab, entre 2 et 4 semaines. Les anti-JAK, même si ce ne sont pas des biothérapies, je vous les ai mis ici, c'est moins de 24 heures. Et pour les nouveaux anti-L23, c'est entre 9 et 30 jours.
Donc ça veut dire que pour les biothérapies, si on veut s'affranchir du risque infectieux et qu'on le peut parce que la maladie est contrôlée et parce que la chirurgie est programmée et a un risque infectieux important, on considère qu'avec l'ensemble des biothérapies, l'idéal c'est de se mettre au moins 4 semaines avant la chirurgie. Quant à savoir quand est-ce qu'il faut reprendre le traitement, ben ça, c'est quand la chirurgie, entre guillemets, est considérée comme cicatrisée. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance plutôt à reprendre au moins 2 semaines après. Et c'est vrai que si la maladie est bien contrôlée et qu'on est sur une chirurgie à risque, on peut prendre un peu plus de temps et aller jusqu'à 4 semaines, mais moi j'ai plutôt tendance à les reprendre au bout de 2 semaines. Juste un petit focus sur les soins dentaires, pour vous dire que dans le cadre des soins courants, il n'y a pas besoin d'arrêter les biothérapies. Si vous faites une extraction dentaire, un granulome apical ou vous traitez un abcès, c'est comme une chirurgie classique et donc vous pouvez vous référer au tableau que je viens de vous montrer. Pour la mise en place d'implants, il n'y a pas besoin d'arrêter les biothérapies. Donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que les principaux facteurs de risque de complications périopératoires sont la corticothérapie, de manière dose dépendante, et la dénutrition. Il n'y a pas de surrisque qui a été montré de complications périopératoires avec les biothérapies en cas de résection intestinale ou de colectomie, donc vous pouvez continuer vos traitements. Enfin, malgré tout, la gestion des biothérapies en périopératoire doit être personnalisée et doit reposer sur la balance bénéfice-risque et doit être discutée avec les patients. Je vous remercie de votre attention et suis disponible pour d'éventuelles questions.